Deuxième partie de cette vidéo sur la parentalité, en fait, ça pourrait durer des heures et des heures. Ce que j'avais envie de dire, c'est que pour voilà, revenir un petit peu là-dessus, c'est que finalement, on a tous des atypies différentes. Donc, par exemple, si vous êtes phobique des microbes, bah, vous n'aurez pas la même difficulté que moi à faire ci, à faire ça. Par exemple, moi, mes difficultés en ayant un enfant, 2 enfants, ça a vraiment été, je ne sais pas me repérer et je ne sais pas changer d'endroit et du coup, sauf qu'il faut les emmener chez des médecins. Faut discuter avec ses médecins, sans se sentir complètement con, sans être complètement, être dans un rôle de: «Oui, je suis une victime et oui, j'ai pas confiance en moi et oui, nanana». Alors, c'est pas forcément quelque chose que je faisais, avec conscience, mais c'est vrai que voilà, j'avais, ce truc de, «Les autres savent, moi je sais pas». Enfin, vous voyez? Donc il y avait cette idée qui était pas forcément évidente pour moi à gérer. Moi, mes difficultés à avoir un enfant, c'était donc aussi les relations sociales, les parents, les trucs. Moi, dès que je discute avec quelqu'un, j'ai l'impression que c'est mon ami, mais en vrai, après, soit c'est pas mon ami, et en fait, il me parle plus vraiment. Moi, j'ai tendance à beaucoup overshare, donc je parle énormément, je partage énormément, j'ai aucun tabou. Et c'est vrai que bah, ça passe pas avec tout le monde, donc il y a ces difficultés à maintenir des trucs sociaux. Ensuite, il faut pas parfois bah, inviter des gens chez soi, faire des anniversaires. Bon, ce genre de truc. Alors Charlie, très vite, a plus voulu le faire, mais Alice adore ça et ça peut te mettre dans des situations, sociales où, tu dois parler à des inconnus, où tu dois rencontrer des gens. Moi, j'y arrive si j'ai bu, quoi. Mais si j'ai pas bu, c'est extrêmement difficile pour moi, hein. C'est pour ça que l'alcool est mon ami et c'est souvent l'ami des neuroatypiques et c'est pas forcément une bonne chose parce que ça permet de désinhiber tellement de choses. Alors parfois, on est désinhibé. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis face à un écran, il y a personne devant moi. Donc je suis assez, voilà, j'ai pas de difficulté, en fait. Et en coaching, c'est un peu pareil parce que je considère que des gens qui viennent à moi, je peux enlever mon bouclier dans le sens où c'est des personnes qui m'ont choisi. Et pour moi, mon compte Instagram et le fait de me montrer comme je suis fait une sélection naturelle en fait. Et les gens qui viennent à moi, c'est des personnes qui connectent avec moi. Souvent, c'est hyper hétéroclite. J'ai vraiment des gens qui connectent avec moi, mais qui parfois ne me ressemblent absolument pas. Et c'est hyper intéressant pour moi justement d'accompagner des personnes, voilà, qui peuvent être différentes. Alors parfois c'est pour des difficultés de croyances limitantes, d'autosabotage. Parfois c'est plus sur des difficultés de je comprends pas mes atypies et j'aimerais mieux me comprendre. Parfois c'est j'ai l'impression d'être atypique, mais je sais pas, donc on fait un bilan de Louance et ça ouvre une porte vers toutes les atypies. Mais bref, c'est hyper intéressant de capter que, voilà, il y a des gens avec qui on raisonne et d'autres moins. Moi, aussi, les difficultés que j'ai eues en étant maman, ça a été de ne plus pouvoir m'intéresser à mes sujets spécifiques qui sont une ressource énorme pour moi. Finalement, je me suis aperçue que mes intérêts spécifiques dans mon cas, qui c'est pas forcément le cas de tout le monde, on s'imagine que les personnes neuroatypiques, elles ont un intérêt du style, elles vont aimer une activité et penser qu'à ça, mais ça va être un peu chelou, genre les vers de terre, genre les trains, un peu comme Sheldon Cooper, ou les unités mentales du genre ça c'est ma place et personne ne s'assoit sur ma place, ou ça doit passer comme ça, et si ça se passe pas comme ça, c'est bizarre. Enfin, tu vois, la rigidité mentale de Sheldon, elle est extrêmement intéressante pour parler d'autisme, par exemple. Ça, c'est un bon moyen de comprendre l'autisme. Manger, tous les jours tel repas, enfin, tous les vendredis, c'est indien. Enfin voilà, ce genre de rigidité mentale-là. Et donc si vous voulez, les difficultés, ça a été, voilà ça. Mais moi, mes intérêts restreints, ça a toujours été particulier et c'est pour ça que j'ai eu du mal à les identifier, en fait. Mais c'est-à-dire que ça a commencé par l'éducation bienveillante, l'écologie. Quand j'étais là-dedans, j'ai fait un blog dessus, je parlais dessus, je passais ma vie à parler de ça. J'étais à fond, je suis devenue végétarienne. En fait, c'était oui, hyper avec une intensité incroyable, en fait, et d'un coup, boum, au bout de 3-4 ans, ça part. Et ça passe à la spiritualité. Je me suis nourrie de spiritualité, j'ai lu spiritualité, j'ai parlé spiritualité, je mangeais spiritualité, j'en ai fait des bijoux, je faisais des tirages de cartes, je faisais des trucs, machin, et pff, le truc retombe. Une expertise qui va au point où, à chaque fois, j'ai écrit des livres. C'est-à-dire que quand j'étais sur les cosmétiques naturels, j'ai voilà, participé à des livres sur la cosmétique naturelle, sur l'éducation bienveillante, pareil. J'étais interviewée, j'ai fait des conférences sur le zéro déchet, des conférences sur l'éducation bienveillante. Et pour autant, j'étais pas forcément quelqu'un de bienveillant parce que je vous l'ai dit, j'ai des dysrégulations des émotions, je comprenais pas mon mutisme, je comprenais pas mon irritabilité. Si tu es à Noël à un repas de famille, ça commence à monter, 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 je vais être hyper agressive et je vais péter un câble alors qu'en fait, il faudrait juste, mais maintenant je le sais, partir et revenir 20 minutes plus tard une fois que je me suis calmée. Mais par exemple, je revois des gens me dire, bah Marie, qu'est-ce que t'as, tu fais la gueule? Alors qu'en fait, non, j'étais juste en mode, ok, juste laissez-moi me ressourcer dans mon refuge, dans mon casque, dans ma musique, dans mon truc. Enfin. Et ah putain, j'ai perdu le fil de ma pensée, j'en ai marre. Quand je suis en SPM, c'est pire que tout. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais tout ce qui est hormonal hein, pour les femmes va
péter votre neuroatypie, ça va être décuplé. C'est-à-dire que les règles, la ménopause et être enceinte, ça va décupler toutes les choses, sachez-le. Moi, dans mes difficultés, donc il y avait ce truc avec, voilà, pour les enfants, se déplacer, j'avais pas mon permis. Donc comment tu l'emmènes aux urgences quand il se pète un truc et que t'as pas ton permis en fait, et que t'es pas capable d'aller à un nouvel endroit? Maintenant, ce que j'ai fait, ça m'a coûté super cher, mais j'ai acheté un iPhone. L'iPhone, quand tu as un rendez-vous et que tu montes dans ta voiture et te dit voulez-vous aller à ce rendez-vous, quand tu vas de ton domicile à un endroit, il te montre où tu es parce que je ne sais pas me repérer ni dans le temps, donc je mets des comptes à rebours, ni dans la vie, ni dans enfin, c'est hyper compliqué. Je ne supporte pas qu'on m'appelle au téléphone. Je réponds à presque personne, à part ma famille extrêmement proche, parce que les interactions sociales me gênent et je ne sais pas comment je vais réagir. Il faudrait que je boive un petit coup de vin. L'alcool et ne buvez pas. À consommer avec modération. Pour me détendre et réussir à en fait, je me sens agressée tout le temps. Ça, si vraiment on devait me demander de qualifier ma neuroatypie, c'est-à-dire que je me sens agressée parce qu'on ne comprend pas mon fonctionnement. Enfin bref, tout ça, j'en ai déjà parlé. Donc, dans les difficultés avec la parentalité, il y a des gens, ça va vraiment être différent pour tout le monde en fait. C'est pour ça que moi, je vous parle de mon histoire parce que mon but, c'est que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que il y a des personnes que j'ai en coaching qui font un bilan de 11 qui, à 50 ans, se rendent compte qu'elles ont eu des atypies, en fait. Et du coup, c'est la porte ouverte à mieux se comprendre, à ensuite passer des diagnostics officiels. Et c'est vrai que moi, ça me met très heureuse. Mais je vais vous dire un truc même aussi. Je vous ai dit qu'avant d'avoir mon permis, je pensais que ça allait me permettre d'être une adulte. Finalement, je me sens toujours pas une adulte et j'aime les trucs d'enfant. Encore maintenant, je veux dire, mes tatouages, c'est des tatouages Ghibli. J'ai les cheveux roses. Je veux dire, ça aussi, accepter le côté enfantin, accepter l'enthousiasme et puis les crises et puis les difficultés. Enfin, voilà, tout ça, c'est compliqué. Quand tu es un enfant et quand tu un enfant et que tu dois montrer l'exemple et que voilà, alors c'est génial parce que tu peux dire à l'autre, bah voilà, maman, elle a besoin de se reposer, on sait ce qu'on fait en éducation bienveillante et tout, mais si vous voulez, clairement, pour moi, c'est un challenge d'être enfin, d'être un parent atypique avec des enfants, atypiques ou non. Alors, vraiment, ma deuxième, ma fille, ça a été beaucoup moins challengeant parce qu'elle était assez simple, assez facile et que j'avais déjà été maman, donc j'avais déjà, voilà. Mais sans le soutien de mon mari, j'aurais pu partir en grosse dépression, je pense, vraiment. Le fait d'avoir été entourée par mes sœurs, par ma mère, mon mari, évidemment, ça c'est quelque chose d'important parce que pour le coup, tu vois, les amis et tout, alors j'en ai gardé des amis, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'amis que j'ai supprimés qui étaient toxiques, qui me faisaient beaucoup voir mes difficultés. «Ah bon, mais tu pas capable de faire ça? C'est quand même bizarre». «Non mais attends, tu fais ça, mais c'est chelou». Genre et tous ces gens-là, évidemment, je les ai expulsés de ma vie. Il y a des gens que tu es obligé de supporter parce que c'est des personnes, qui sont, voilà, dans ta famille, mais moi, dans ma famille personnelle, à moi, de mon côté, ça va. Aussi intéressant, hein, j'ai capté plus tard que, par exemple, typiquement, dans le fonctionnement des gens, mon père a un TDAH, c'est évident. Mais il ne le sait pas et quand je lui en parle, il rejette en me disant: «Non, je suis juste spécial et feignant et chelou socialement», tu vois? Mais pour moi, mon père, il a même un peu d'autisme, hein. C'est-à-dire qu'en repas de famille, il veut qu'on soit là absolument. Il nous demande: «Quand est-ce que vous êtes là? Quand est-ce que vous êtes là?» Il nous appelle 1000 fois, nin 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 nin. Il va pisser, chez les voisins, pendant une soirée et il revient et comme si de rien n'était. Enfin, il a des comportements extrêmement étranges. Tout le monde a toujours pensé qu'il était un peu un huluberlu. Maintenant, je sais qu'il est neuroatypique. Et par exemple, en soirée, pendant des repas, en fait, lui, il part regarder la télé et la mettre hyper fort. Tout le monde se dit: «Putain, mais le mec est complètement what the fuck mal poli». Non, en fait, il est juste TDAH, il est en surcharge sensorielle et il a jamais appris à écouter ses émotions. On lui a jamais appris d'ailleurs. Il ne sait pas pourquoi il le fait, mais moi, voilà, à force de me former sur les neuroatypies, je me suis formée avec Élodie Crépel, mais ensuite sur le TSA, je suis formée à l'accompagnement des personnes TSA, à la formation à la méthode ABA, je suis formée en guidance parentale, je suis formée avec aussi sur le TDAH, enfin bref. À force de me former, d'accompagner des personnes et voilà, là, je m'intéresse à la pérédance aussi, je suis lancée dans le processus pour être pérédante. Et finalement, à force de voir ça, je capte que mon père, simplement, ce qui se passe, c'est pas qu'il est un luberlu. Ma mère, elle disait: «Putain, il est sans gêne, il est complètement mal poli, il va chercher ses croissants le matin en peignoir, ça n'a rien à voir». En fait, non, il est juste neuroatypique. Je me rends compte que mon grand-père l'était. Il mettait des strings et des culottes, des gens dans les, voitures et pour que ça fasse des crises de jalousie où il mettait des faux caca devant chez les gens. Enfin, il y a des histoires pas possibles et mon grand-père, pour le coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il était fan de pigeons.
Il avait des pigeons voyageurs et ça a été aidant, pendant la guerre. Alors je crois que c'est son père qui en avait, mais lui en avait et il était, fan de pêche. Mais quand je vous dis qu'il était fan de pêche, on est sur un intérêt spécifique assez intense. Donc voilà, alors si on va plus loin d'ailleurs, chez ma mère, il y a une personne qui a des troubles mentaux, mais ça a toujours été un peu un non-sujet. On savait qu'elle était chelou, mais on savait pas spécialement ce qu'elle avait. En tout cas, moi, je sais pas quel est le mot. Est-ce qu'elle est autiste? Est-ce qu'elle a un retard mental? En même temps, elle fonctionne bien. Je sais pas si elle a été aidée à l'école. Enfin, c'est vrai que c'était assez particulier. On n'en parlait pas spécialement. On disait, bon, elle a un problème, mais je savais pas ce que c'était. Il y a un petit truc bizarre. Bon, c'est quand même grâce aussi à ma cousine, j'en ai pas parlé, mais qui suit les personnes atypiques. Elle est éducatrice spécialisée et c'est elle aussi qui m'a alertée sur Charlie en me disant mais creuse, 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 creuse et où j'ai fait genre ah oui. Donc il y a quand même des gens comme ça. Il y a mon oncle qui est dyslexique et du côté de mon mari, son père, je pense, est neuroatypique, donc nos deux pères le sont. Et alors c'est mon analyse, hein. Je pense que voilà, il y a clairement beaucoup, beaucoup de neuroatypiques. Du côté de mon mari, son oncle est dyslexique. Bref, donc ça, c'est important aussi à creuser dans vos trucs et voyez comment les choses se sont construites et tout ça, ça peut être pertinent de le faire pour comprendre vos familles, comprendre les réactions de vos familles quand vous aurez des enfants, comprendre à quel moment ça peut créer des tu vois, les miroirs, les trucs un peu, des répétitions, les trucs, parce que vous vous intéressez à votre famille, aux schémas familiaux et faire des thérapies sur tous ces sujets-là, ça peut être hyper pertinent justement avant d'avoir des enfants parce que ça permettra de un petit peu alléger un peu le truc et puis ne pas prendre tout dans la gueule quand les gens vont vous critiquer, vont vous dire mais pourquoi tu fais ci, mais qu'est-ce que tu fais ça, hein, hein. Au final, ça aide vachement en mode ok, pas de problème, oui, agresse-moi si tu veux, on se revoit qu'une fois par an, je te tolère et puis ça ne m'atteint pas puisque je sais que tu comprends pas forcément mes difficultés et tout. Donc c'est vrai que j'avais envie de vous refaire cette petite vidéo en plus parce que j'avais l'impression d'avoir pas forcément tout dit, mais avoir des enfants, c'est aussi la difficulté, va falloir les habiller, va falloir au niveau des textures, leur faire à manger, va falloir leur découper leurs légumes. Je sais qu'il y a des personnes autistes, elles ont des problèmes de texture au point de pas réussir à couper les choses. Si tu peux pas faire à manger à ton enfant, ben ça veut dire acheter toujours les trucs, donc faut des thunes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vraiment, avoir des enfants, c'est difficile. C'est un sacré truc. C'est pas comme avoir un chien. C'est difficile, faut sortir, faut communiquer, faut parler, faut couper des légumes, faut aller à des rendez-vous à des heures précises, à des endroits précis, et les emmener aux urgences, et les emmener aux trucs et aux machins. Donc vraiment, et puis ça peut vraiment, en tout cas moi, ça m'a vraiment décuplé. Le fait d'avoir des enfants, ça a décuplé ma neuroatypie, vraiment. J'ai senti que les hormones, les trucs, les machins, ça faisait que j'avais encore plus de difficultés dans les fonctions exécutives, j'ai encore plus de difficultés au quotidien à faire des trucs et des machins. Donc oui, c'est pas si facile. C'est facile pour personne, hein, le nombre de couples qui se séparent, le nombre de personnes qui partent en dépression, en burn-out quand ils ont des enfants. Bon, bah, quand t'es neuroatypique, honnêtement, c'est faisable. Je suis pas du tout en train de vous dire que c'est pas faisable. Moi, je l'ai fait et je suis hyper heureuse de l'avoir fait et je regrette absolument rien. Mais j'aurais franchement, avec le recul, j'aurais aimé me connaître mieux, j'aurais aimé comprendre, j'aurais aimé savoir pourquoi je pétais des câbles, pourquoi j'étais irritable, pourquoi je pouvais être agressive, pourquoi je pouvais être méchante, pourquoi d'un coup, j'étais heureuse et d'un coup, poker face, tu sais, Dr Jekyll et Mr Hyde. Pourquoi mon besoin d'introversion était énorme, mon besoin d'espace vital, pourquoi est-ce que j'aimais pas les small talks, pourquoi j'aimais pas aller chez les gens, pourquoi enfin, j'aurais vraiment voulu éclaircir des choses avant, je l'ai pas fait, c'est pas grave et puis, au final, énormément de personnes se découvrent neuroatypiques grâce à leurs enfants et à leur diagnostic donc mais il est vrai que, voilà, il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on parle de neuroatypie et que tout le monde comprenne ce qui se passe vraiment dans un cerveau neuroatypique. Je vous reparle de ma formation parce que pour moi, j'ai vraiment tout mis dedans. Comment fonctionner, comment s'en sortir, comment booster son quotidien, comment travailler sur soi, comment voilà, toutes ces choses-là. Donc j'ai vraiment à cœur que ça serve, j'ai vraiment à cœur, qu'elle soit bien et si d'ailleurs vous l'avez, j'aimerais bien des retours parce que c'est vrai que ça me permet de la modifier, de rajouter des choses. Je propose aussi des petits lives parfois, je propose aussi des body doubling ou des salons de concentration pour bosser ensemble, comme ça nous aide et ça nous empouvoir et tout. Voilà, je vous fais des bisous. Écoutez mon podcast, suivez-moi sur Instagram et sur tous les réseaux. Bisous, bisous. Ciao. Et puis, je coupe cet enregistrement.